quand vous avez vu les premières images de cette catastrophe, qu'est-ce que vous vous êtes dit avec votre regard d'expert? Je n'étais pas surpris, Jean-Pierre, je n'étais pas surpris, parce que moi j'avais toutes ces informations, et puis j'ai eu à informer, mais malheureusement, c'est comme si j'étais un Galilée qui prêchait dans le désert. Vous étiez au courant que Kinshasa serait inondé? Oui, on avait des informations que Kinshasa serait inondé parce qu'il y a de publications scientifiques qui parlent de ça. Il y a si vous regardez les images satellitaires, vous voyez la menace qui part du nord-ouest de la République démocratique du Congo qui tentait à mener cette catastrophe vers la ville de Kinshasa et le Congo central. Ça se voyait, l'information était là. Est-ce que vous en avez parlé? Les scientifiques ont mis ces informations à la disposition des autorités, mais malheureusement, il n'y a pas eu de réaction. Quand vous parlez environnement, j'ai vu les sinistrés, je crois au stade de Martyr ou quoi. Le gouverneur, il part là-bas, ils sont en train de l'applaudir. Ils n'auraient pas dû l'applaudir. Ils espèrent. Ils auraient dû, là, parce qu'ils s'attendent peut-être ils ont tout perdu, ils espèrent qu'on leur donne quelque chose. Qu'on leur donne quelques boules de riz pour manger, tout ça. Oui. Ils auraient dû les lapider. Totikala Seko, Ndenali Puta, na wax de Maman Moussika, Letoko Maka légende, na 3.5, 4.5, to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali, inoubliable, avec le wax de Maman Moussika. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou les deuils avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix. Bienvenue sur Politiquant, la force du détail. 48 heures après les inondations meurtrières qui ont endeuillé Kinshasa, il y a plus de questions et très peu de réponses. Beaucoup d'entre vous sont ceux qui aimeraient bien comprendre comment en est-on arrivé là et pourquoi l'histoire se répète. Aujourd'hui, nous tenterons d'établir le degré de responsabilité de chaque responsable, vous permettrez la tautologie, ou de chaque structure qui a failli à sa responsabilité. Qu'est-ce qui doit être fait? Parce que très généralement chez nous, quand l'émotion passe, on oublie. On se met à boire, à jeter des immondices, à faire de nos rivières des dépotoirs ou des décharges. Qu'est-ce qui doit être fait pour éviter que pareille catastrophe ne se reproduise? On a fait le choix ici. C'est vrai, c'est politiquant, mais de temps en temps, nous évoquons des questions spécifiques, des questions sociales. On a peiné à avoir l'environnementaliste de cette trempe, M. Dieudonné Sidia, qui nous fait l'honneur de venir répondre à vos questions, parce que les questions, vous en avez assez. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup Jean-Pierre de me faire l'honneur de m'inviter sur votre plateau Politiquant, mais nous n'allons pas parler politique, nous allons parler environnement. Oui, en fait, la politique n'est pas que la politique politicienne. Il y a des politiques environnementales, exact, des politiques sociales et tout ce qui va avec. Et vous êtes un environnementaliste chevronné. Vous êtes journaliste, environnementaliste. Votre émission Coudé sur l'environnement a bercé notre adolescence quand nous grandissions en ce moment. C'est pas que je suis pas si bébé que ça, mais vers mes 17-18 ans, je vous regardais avec plaisir.
Merci beaucoup. Ouais. Merci. Vous faites partie des modèles qui nous ont inspirés. Vous faites votre travail avec beaucoup de chaleur, beaucoup de volonté. On sent que vous aimez ce que vous faites. Il faut avoir de la passion pour faire ce travail de questions environnementales. Parce que quand je suis venu à la télé, Oui. La plupart de mes collègues disaient, mais il est venu, il veut faire quoi? Parce que pour eux, pour gagner de l'argent, il fallait être journaliste politique, Ouais. il fallait être dans la musique, Dans la musique il et faut tout être ça. un peu partout, mais environnement, voir quelqu'un qui s'intéresse à l'environnement, Oui. là où il n'y a pas d'argent, mais qu'est-ce qu'il veut? Il va gagner quoi? Ça, c'est avant. Avant, on pensait qu'il n'y avait pas d'argent dans l'environnement. Oui, Ouais. oui. Ouais. On m'a posé la question, mais qu'est-ce que tu veux? Toi, tu vas gagner quoi? On me disait ça. Mais j'avais une vision. Et aujourd'hui, 20 ans après, Vous avez nous 20 comprenons ans maintenant de l'importance télé. 20 ans de télé, nous comprenons maintenant l'importance de l'environnement. Donc, j'avais vu avant tous les autres. Vous allez nous expliquer parce qu'on sait qu'au départ, vous avez fait plutôt le droit. Voilà. Vous avez fini en droit, mais vous vous retrouvez à parler. Je n'ai jamais pratiqué ça parce que après mon boulot, j'ai commencé à travailler avec les Italiens. J'ai chômé 3 mois seulement après les études. J'ai commencé à travailler avec des Italiens à Matadi. Et puis quand j'ai perdu mon travail à Matadi parce qu'il y avait l'insécurité au pays, ils sont partis. Et après un ami qui, là, la RTGA venait de naître. Il y a un ami qui était DG de Serge Moulumba, avec qui nous avons étudié aussi à l'université, qui m'a demandé, non, viens dans les médias, parce qu'à ce moment-là, je cherchais du travail. Il dit, viens. Je dis, mais moi, je n'ai jamais fait le journalisme. Comment je vais faire? Non, tu es intelligent, tu vas facilement t'adapter. Et puis, bon, il m'a envoyé dans quelques formations pour me permettre un peu de connaître l'ABC du métier. Et aussi, il faut dire que j'ai pris quand même le temps de beaucoup lire sur le journalisme. Donc, quand vous venez c'est un conseil que je donne, quand vous venez dans un métier que vous n'avez pas appris sur le banc de l'université, il faut prendre le temps de beaucoup lire. Ce qu'on appelle la formation sur l'État. Sur l'État, il faut prendre le temps de beaucoup lire, il faut poser des questions, il faut approcher ceux qui ont été formés normalement pour que vous ayez en tout cas un bon chemin à poursuivre. Bien. Dieudonné Sidia, qu'on a déjà reçu ici. Sur notre plateau, il parle environnement, mais c'est aussi un excellent analyste politique. Ça, aujourd'hui, on va se limiter à l'environnement. On va se limiter à l'environnement. On a vu ce qui s'est passé le week-end. Oui. Nos confrères, notamment Richard Chako et d'autres, ont passé une nuit au niveau du pont Matete jusqu'aux petites heures du matin. C'est regrettable. Je connais Richard Chako. Oui. Le voir dormir dehors. Dans son véhicule, parce qu'il n'y avait pas de... Et il a eu la chance même, parce que s'il avait continué avec son véhicule, il serait totalement noyé. Ouais. C'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé, c'était un ancien collègue à la RTGA. Et apprendre qu'il a connu ce sort-là, c'est quand même regrettable. Quand vous avez vu les premières images de cette catastrophe, qu'est-ce que vous vous êtes dit avec votre regard d'expert? Je n'étais pas surpris, Jean-Pierre, je n'étais pas surpris parce que moi j'avais toutes ces informations et puis j'ai eu à informer, mais malheureusement, c'est comme si j'étais un Galilée qui prêchait dans le désert. Vous étiez au courant que Kinshasa serait inondé? Oui, on avait des informations que Kinshasa serait inondé parce qu'il y a de publications scientifiques qui parlent de ça. Il y a si vous regardez les images satellitaires, vous voyez la menace qui part du nord-ouest de la République démocratique du Congo qui tendait à mener cette catastrophe vers la ville de Kinshasa et le Congo central. Ça se voyait, l'information était là. Est-ce que vous en aviez parlé? Les scientifiques ont mis ces informations à la disposition des autorités, mais malheureusement, il n'y a pas eu de réaction. Quand vous parlez environnement dans ces pays, on ne fait pas attention à ça. La météo, la Mételsat a aussi donné des informations. Et nous tous, nous savions que pendant cette période, il y aura de fortes pluies. Mais personne n'a fait attention. S'il fallait prendre des mesures, ce serait lesquelles? Ça veut dire que ici à Kinshasa, les conséquences enseignent mieux
que le conseil. Vous voyez, ça enseigne mieux que le conseil. Maintenant que nous sommes dedans, c'est maintenant que nous comprenons qu'il faut faire attention à ceux qui parlent des questions environnementales, à ceux qui donnent l'information sur la météo. Par rapport à ce qui avait été annoncé, est-ce que ce qu'on a vécu est pire ou moins pire? Est-ce que vous vous attendiez à la catastrophe de cette nature? On peut connaître encore pire que ça. Ça va encore. Ah, c'est pas encore fini? Non, c'est pas encore fini. Il y aura encore de fortes pluies qui sont annoncées. Il y a votre téléphone qui vibre, Oui, la c'est réalisation vrai. va le prendre. Oui, c'est vrai. Il y aura encore de fortes pluies qui vont s'abattre sur la ville de Kinshasa. Alors, il faut faire très, très attention. Mais pour le moment, on ne sait rien faire parce que ce n'est pas maintenant qu'on va résoudre le problème. Maintenant, nous allons subir. Mais quand l'alerte avait été lancée, s'il fallait sauver ce qu'il pouvait, en son temps, ce serait quoi? On ferait quoi? Comme sous d'autres cieux, Oui. quand il y a une alerte pour ce genre de catastrophe, le dirigeant avisé ou le dirigeant soucieux de leur population, qu'est-ce qu'ils font? Ils déplacent la population. Ok. Ils disent, voilà, écoutez, à telle date, il y aura telle catastrophe, on vous déplace. On prend des dispositions pour installer les gens. Mais ici, ce n'est pas le cas. Comme à l'étranger, ailleurs où on vous dit, oui, alerte, vigilance rouge. Rouge, vert tout ça, tout voilà. ça. Ouais. Si ça commence, orientez-vous vers cet endroit, dirigez-vous vers cet endroit, vous serez pris en charge parce qu'il y a telles dispositions qui sont prises. Est-ce qu'on savait que ce seraient les quelques quartiers ou ces quelques communes qui seraient touchées? On savait déjà par des alertes scientifiques que c'est la ville, il n'y a pas que la ville de Kinshasa, même d'autres provinces qui pourraient être touchées. Il y a quelques années, il y a par exemple Mbandaka qui était touché. Mbandaka était touché. Au moment où je vous parle maintenant, la centrale hydroélectrique de Mobaïmbongo, dans le nord Ubangi, est sous eau. Et ça ne fonctionne plus. La ville de Gbadoli était dans le noir. Il n'y a pas longtemps, cette centrale était envahie. Oui, bien sûr. Non seulement qu'il y a alerte, mais il y a de faits qui montraient déjà que non seulement la ville de Kinshasa est en danger, mais le pays était déjà menacé par cette catastrophe. Mais personne n'a fait un effort pour observer cette alerte. S'il faut établir une responsabilité. Il faut savoir une chose, que si on veut gérer, il faut avoir la maîtrise non seulement de ce qu'on gère, mais même aussi de ce qu'on gère. Vous voyez, la ville de Kinshasa, si vous devenez gouverneur de la ville de Kinshasa, il faut d'abord commencer par connaître la ville de Kinshasa, comment ça se présente. D'abord, il faut savoir que la ville de Kinshasa est construite sur le sable et sur le marécage. C'est ça la configuration du sol de la ville de Kinshasa. Le sable et le marécage. Et quand vous avez déjà ce tableau, quand vous voulez construire la ville de Kinshasa, vous voulez agir, vous devez tenir compte de cet aspect-là, de la configuration du sol. Deuxième élément, la ville de Kinshasa a un problème d'aménagement. Imaginez-vous que la ville de Kinshasa s'étend sur 9995 km². Et que nous habitons sur 2999 km². Il y a à peu presque près, un tiers. il y a à peu près 6000 km². Voilà, un tiers. Et puis, maintenant, il y a la croissance démographique. Il y a le problème de l'exode rural. Les gens quittent maintenant toute la province, surtout dans la zone qui est aujourd'hui plongée dans l'insécurité comme à l'est. Tout le monde se dirige vers Kinshasa. Et Kinshasa accueille aujourd'hui entre 15 à 17 millions d'habitants. Il n'y a même pas de précision dessus. On n'a même pas de précision, mais peut-être même 20 millions. Mais maintenant, cette population-là, grandissante, se contente seulement de 2 995 km². C'est-à-dire que l'espace vital à Kinshasa, c'est le 1/3 de la ville de Kinshasa. C'est le 1/3. D'où des autorités avisées, des dirigeants soucieux de leur population. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? C'est-à-dire, nous sommes plus vers l'ouest. Le 2995 km accueille les 17 à 20 millions d'habitants à l'ouest. Mais l'est de la capitale
c'est-à-dire vers Maluku. Plateau de Bateke. Le plateau de Bateke, c'est dans la commune de Maluku. Oui. Tout ça, c'est vide. Donc, le 6 millions... Mais il faut créer des conditions. Les 6 995 km, c'est vers Maluku. Et c'est vide, les gens n'y habitent pas. Donc, il faut un plan d'aménagement. Il faut essayer de faire en sorte que d'autres personnes aillent vivre. Mais quand vous allez là-bas, vous dites non, telle ferme est déjà occupée. Tel endroit, c'est la ferme de tel. Ça appartient à l'État. Même si vous prenez des fermes, même quand vous construisez votre maison, vous êtes locataire de l'État. Ça dit que la terre appartient à l'État. Si l'État trouve que sa priorité, c'est d'installer la population dans votre ferme, il va le faire. Mais après l'aéroport, on a commencé à viabiliser quand même. On voit vers Kinkole, Télé, là-bas, oui, mais en désordre. On ne l'a pas viabilisé. C'est en désordre parce que il y a aussi un autre problème, c'est un problème d'urbanisation. Okay. Vous dites que après l'aéroport, c'est viabilisé, tout ça. Mais je veux vous dire que... On fait des conditions de vie, c'est-à-dire qu'il y a maintenant des stations de service, il y a des supermarchés et tout ça. Non, mais c'est construit comment? Dans quelles conditions? Est-ce que c'est urbanisé? Le problème, c'est aussi un des problèmes que nous connaissons ici à l'ouest de la capitale. Et ce problème, si on ne fait pas attention, ça va encore aller vers l'est de la capitale et Maluku, une commune sur laquelle nous comptons pour reconstruire la vie de Kinshasa, nous risquons de ne pas le faire. Parce que les gens l'auront déjà occupé d'une manière anarchique, ou l'auront déjà construit d'une manière anarchique. Voilà pourquoi, quand vous me dites que c'est viabilisé comment? Est-ce qu'il y a de l'eau là-bas? Est-ce qu'il y a de l'électricité? Est-ce qu'il y a de routes? Est-ce qu'il y a de rails? Est-ce qu'il y a des lignes téléphoniques? Est-ce qu'il y a le moyen de transport? Tout ça. Quand vous dites viabiliser, vous faites allusion à quoi? C'est ça le problème. Donc, pour moi, tant qu'on n'aura pas urbanisé, on n'aura pas fait le plan d'aménagement, on n'aura pas urbanisé Maluku, qui est vierge, pour moi, vierge aujourd'hui. Tous on a lingala, parce que Makambo est automatique. Tous on a Makambo, tous on a Barumbu, Kasavubu, Lingwala, Kinshasa, Bandal, et voilà. Mais Makambo a une inondation. Ndano ane c'est tonda te. Ndano c'est tonda. Matetewana une bonne partie des bonhommes. Quelqu'un a dit, c'est des sites marécagés qui ne peuvent pas être construits. Une émission est passée sur Télé 50. Au cours de laquelle l'actuel ministre d'État à la Justice a lobby l'église Shekinah Tabernacle est construite sur le lit de la rivière Ndjili. Normalement, il faut voir comment détruire cette église. Malobé pas enayo. Oui, c'est ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est que l'État donne des documents d'occupation des terres aveuglement, sans vérifier. Est-ce que Shekinah aurait dû construire à cet endroit? Vous pensez qu'il n'y a pas d'experts qui ont fait des études de faisabilité et tout ça? Les études de faisabilité, quand je fais des reportages sur la cité du fleuve, le petit blanc qui était là, qui était le promoteur de ce projet de la cité du fleuve... Le petit blanc, il a énorme. Oui, mais parce que il m'avait injurié. Il m'avait injurié. Comme moi, je fais des reportages et que j'ai dit que ce projet n'avait pas d'avenir. Parce que c'était placé à un très mauvais moment par rapport au fleuve. Et que ce projet n'allait pas durer dans un espace de 10 ans. Il m'a appelé pour m'injurier. Pour dire que tu es un imbécile, tu es un journaliste qui ne maîtrise rien. Mais 6 ans après, cette cité... Mais aujourd'hui, c'est inondé. La technologie défie quand même certaines lois de la nature. Vous avez vu, par exemple, le Burj Al Arab à Dubaï, construit pratiquement sur la mer. Mais justement, la mer, mon frère, je vais te dire aujourd'hui, dire aux téléspectateurs, la mer ne coule pas. Ok. La mer ne coule pas. Le lac ne coule pas. Ce sont des eaux qui ont un comportement différent. Par rapport au fleuve. Et quand vous voyez qu'il y a des vagues, sur le lac, qu'il y a des vagues sur l'océan, c'est le mouvement de vent. C'est le vent qui provoque des vagues.
Ça ne coule pas. Oui, évidemment, le lac ne coule pas. Mais le fleuve coule. Le rivière coule. Et le fleuve et le rivière peuvent changer de comportement à tout moment. À tout moment. Donc, il ne faut pas comparer la mer, l'océan, le lac et le fleuve. Mais il y a de plus et en le plus rivière. des techniques Parce que aujourd'hui. l'eau qui ne coule pas, Ouais. vous pouvez étudier son comportement et vous pouvez adapter cela. Vous savez qu'il y a une plateforme qui a été construite à l'océan Atlantique, à Mwanda, où on exploite le pétrole. Ça date des années. Vous avez déjà entendu que ça a coulé? Parce qu'on a étudié le comportement de l'océan Atlantique. On a dit non, on peut placer cette plateforme pour exploiter le pétrole ici, en pleine mer, en plein océan, et ça va aller. Et au jour d'aujourd'hui, il y a le projet de la construction de ports en eau profonde. Nous disons qu'il ne faut pas construire ces ports-là au bord de la rive. Nous voulons que cela soit construit au fond, en haute mer, donc beaucoup plus sur l'océan vraiment, donc au milieu de l'océan. Vous voyez? Pourquoi? Parce que là, on veut construire. Il y a le fleuve qui arrive et qui vient se verser dans l'océan. Et ça charrue de sable. De sable, de boue, que ça charrie régulièrement. Mais quand vous venez construire les ports en eau profonde là-bas, mais ces mouvements de sable et de boue, ça va continuer. Mais pour exploiter ces ports-là, vous serez appelé à curer régulièrement pour que le navire de haute mer puisse accoster à cet endroit. Et ça va coûter cher. D'abord pour curer, régulièrement curer. Sinon, le navire de haute mer ne pourra pas accoster puisqu'ils vont s'embourber. Parce que le fleuve, dans son comportement, comme il coule, il amène et les déchets, il amène et le sable, il amène de boue et vient jusqu'à se déverser dans l'océan. Et c'est là que vous voulez construire le port en eau profonde. Ça va vous coûter cher et vous n'allez pas rentabiliser ce port. Voilà pourquoi nous disons qu'il ne faut pas construire le port en eau profonde à cet endroit. C'est-à-dire qu'il faut écouter les scientifiques pour ériger un projet. On dit toujours, quand les gens ont besoin, parce que c'est le problème de ces pays, c'est la corruption. Quand les gens ont leur argent, ils se précipitent pour déposer des projets, des études qui ne tiennent pas la route. Par exemple, des quartiers comme Makelele, Ndanou, Cité du Fleuve, Kingaboa, des bonhommes, est-ce que c'est viable? Non. Si on avait fait une étude sérieuse, on n'aurait pas construit dans ces quartiers. On n'aurait permis à personne de construire dans ces quartiers. Ici, à des bonhommes, on me dit que c'était une rizière. Une rizière. Comment vous pouvez aller faire un quartier dans une rizière? Ce n'est pas possible. Même en Ndanou, il semble même que Ndanou c'est le nom d'un ancien bourgmestre, et que c'était un ancien bourgmestre qui aurait créé ce quartier. Est-ce qu'il est fier? Bon, peut-être qu'il est déjà décédé. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Est-ce qu'il peut être fier aujourd'hui? Est-ce qu'on se met là à pleurer, à dire oui, c'est bon, il y a eu une inondation, les gens sont morts, ou on saisit les taureaux par les cornes? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut on a toujours dit au grand mot, des grands remèdes. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut que les politiques prennent des décisions courageuses pour résoudre le problème. Je donne un exemple d'une décision courageuse. Il n'est pas normal, et la loi l'interdit, que quelqu'un puisse construire sa maison à moins de 25 mètres de la rivière. À moins de 25 mètres de la rivière. Ça doit aller de 25 mètres à 100 mètres. À 100 mètres. C'est là que vous pouvez construire. Si la rive de l'eau est ici, vous devez construire à 25 mètres ou à 100 mètres. C'est plus sécurisant. Mais au jour d'aujourd'hui, circuler nos rivières qui traversent notre ville, les gens ont construit vraiment au bord de nos rivières. Et ils sont même connectés
le tuyau de toilette, le tuyau de cuisine, le tuyau, tout ça, dans la rivière. Ils polluent même la rivière. Et au vu et au su de tout le monde. Il faut une décision courageuse. C'est-à-dire... Qu'est-ce qu'il faut? On détruit toutes ces habitations. C'est-à-dire, il faut que le gouverneur, parce qu'il s'agit de lui, c'est sa responsabilité. Oui. Il faut que le gouverneur aille casser toutes les constructions le long des rivières. Parce qu'il faut que ces rivières soient régulièrement curées. Mais s'il faut casser là-bas, on va par exemple la baie d'Engaliema. Là, c'est des officiels, des poids lourds qui construisent là-bas. Voilà, c'est pour ça que je parle de décision courageuse. C'est-à-dire, toi, tu es général. Ouais. Moi, je suis gouverneur de la ville de Kinshasa. Tu construis à la baie d'Engaliema. Je viens te casser. Je vais te casser. C'est le gouverneur qui casse. C'est le pas Dieu donné Sidia qui casse. C'est pas... Enfin, casse. Ils ont déjà tenté de casser une ou deux fois. Ensuite, et après, ils ont arrêté parce qu'ils ont peur. Ouais. Ils ont peur d'appliquer la loi. Ils ont peur d'appliquer la loi. Il faut... Moi, j'ai toujours dit ceci. Si vous voulez être un bon gouverneur de la ville de Kinshasa, vous devez faire pleurer les gens. Vous ne devez pas être applaudi. J'ai vu les sinistrés, je crois au stade de Martyr ou quoi. Le gouverneur, il part là-bas, ils sont en train de l'applaudir. Ils n'auraient pas dû l'applaudir. Ils espèrent. Ils auraient dû, là, parce qu'ils s'attendent peut-être qu'on leur donne. Ils ont tout perdu, ils espèrent qu'on leur donne quelque chose. Et qu'on leur donne quelques boules de riz pour manger, tout ça. Oui. Ils auraient dû les lapider. Avez-vous des soucis avec votre chaîne YouTube? Seventh Angel Agency, SA Agency, met à votre disposition un service spécialisé avec des experts certifiés. Audit complet et vérification approfondie de votre chaîne, gestion efficace et professionnelle de vos chaînes YouTube, suivi complet de votre monétisation. Votre monétisation a été coupée? Pas de panique. Nous mettons en place une stratégie sur mesure pour vous aider à récupérer la monétisation rapidement. Création complète de votre chaîne YouTube, gestion sécurisée des accès à votre compte et possibilité de migration vers une autre adresse email en toute sécurité. Profitez d'un service réactif, certifié et professionnel dès maintenant. Contactez-nous dès aujourd'hui au +243 841 972 496. L'artère centrale de Kindu. Un géant congolais a pris ses quartiers dans cette villa. Voici le siège local du DRC Gold Trading dans le Maniema. Inauguré il y a tout juste une semaine, ces locaux n'ont pas chômé. Dans cette enveloppe inviolable, le gouverneur des provinces remet symboliquement au DGA de DRC Gold 50 kilos d'or réalisés en un temps record. Nous prenons la parole au nom de son Excellence, Maître Joseph Kaziba, directeur général de DRC Gold Trading, actuellement pris par d'autres charges d'État et qui ardemment avait souhaité prendre personnellement part à cette cérémonie, à peine mise en place. Et en dépit des difficultés d'ordre opérationnel, DRC Gold Trading est heureuse de vous annoncer qu'il sera procédé ce jour à l'exportation via le circuit officiel de près de 50 kilos d'or répartis en 2 lots. Chaque lot, bien sûr, comprenant 25 kilos. 50 kilos en une semaine. Exploit et signe de fierté pour le Maniema qui n'avait jamais exporté le moindre gramme d'or depuis des lustres. Pour marquer la cérémonie de lancement de cette première exportation officielle, DRC a sorti le grand jeu. Autorités politiques, chefs religieux, activistes de la société civile et négociants ont été conviés à la cérémonie. Parce que l'entreprise tient à jouer la carte de la transparence. L'événement de ce jour est très particulier dans l'histoire de la province du Maniema qui, en dépit d'énormes potentialités minières,
et d'intenses activités d'exploitation artisanale et à petite échelle, n'a pas, jusqu'à présent, exporté un seul gramme d'or au cours des années dernières à cause d'un fléau qui gangrène le secteur minier, non seulement de cette province, mais pratiquement de tout notre pays. Il s'agit essentiellement de la fraude et de la contrebande. Fraude et contrebande, des obstacles majeurs qui font échapper chaque année du circuit officiel au moins 5000 tonnes d'or vendues illégalement dans des pays voisins. La création de l'IRC est une solution sur mesure envisagée par le chef de l'État afin que les richesses du pays profitent d'abord aux nationaux et qu'elles ne servent ni au blanchiment des capitaux, encore moins à financer du terrorisme. Le Maniema vient de réaliser un grand exploit, étant donné que DRC Gold Trading n'avait jamais eu à réunir une telle quantité dans toutes les autres provinces où elle est installée dans un temps record. À travers cette exportation, la province d'Imaniema est désormais inscrite dans les livres d'or parmi les provinces qui produisent et exportent de l'or. Mes remerciements s'adressent au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a pris l'initiative de créer la société DRC Gold Trading. Je l'ai dit sans peur d'être contredit, c'est parmi les meilleures décisions économiques qu'ait prises les chefs de l'État durant ce mandat. Pour 2025, DRC Gold Trading nourrit l'ambition d'exporter au minimum 16 tonnes d'or d'extraction et à petite échelle. Ça représente près d'1,5 milliard de dollars. Il faut dire qu'après la fermeture de ses bureaux de Bukavu suite à la guerre, la société, déjà présente à Kalemi, Buta et Siribunia, compte miser sur Kindu, au regard de ses premières statistiques encourageantes. Les succès de l'ex-Primera Gold ne se limitent pas qu'à la traçabilité. L'entreprise a également permis une meilleure redistribution de revenus au profit des exploitants artisanaux, souvent marginalisés par les circuits traditionnels. On ne le dira jamais assez. DRC Gold Trading est une société publique. L'État congolais y détient 55% de parts sociales contre 30% pour les faux miniers et 15% pour la GECAMI. Il n'aurait pas dû l'applaudir. Le lapider, pourquoi? Mais parce que s'il n'a pas fait son travail. Parce qu'il a trouvé cette situation. Il a trouvé que ces gens occupent déjà ces sites marécagés. Il est venu, il a trouvé le dossier des baies d'Engaliem. Il a déjà cassé combien de maisons là-bas? C'est ça le problème. C'est-à-dire il faut attraper le taureau par le corne. Il ne faut pas aller là où vous pensez que, bon, je vais balayer, vous envoyez des gens balayer les boulevards, tout ça. Ce n'est pas ça le travail du gouverneur. Le gouverneur doit prendre des décisions courageuses. Ici, il y a un problème. Nous sommes sur le marécage, nous sommes sur le sable. Et maintenant, nous construisons très mal. Je dois corriger. Je prends le bulldozer, je vais dans la commune de Kalamou, je commence à casser. Tout ce qui est... Tu sais que même dans la commune de Kalamou, pendant, je crois, à l'époque de Ngobila, quand Ngobila commençait à casser, je crois, dans quel quartier là, les gens construisent même sur la voie de canalisation. Même les autorités construisent sur la voie de canalisation. Les grandes maisons, les immeubles là, sur la voie de canalisation. Ils volent l'argent de l'État pour construire sur la voie de canalisation, obstruer le passage des eaux. Et aujourd'hui, nous subissons encore le... Qu'est-ce qu'on doit faire dans l'urgence? Vous voyez le projet Raquin. Oui. Le projet Raquin, la gare centrale. Vous savez que c'est vraiment construit sur le collecteur, le gros collecteur qui ramasse toutes les eaux usées de Barumbu, Kinshasa, Lingwala pour jeter dans le fleuve. Mais il a construit là-bas, il a bétonné là-bas. Mais il n'a pas pris soin de dévier la canalisation pour permettre à ce que les eaux continuent à fonctionner normalement. Et on a laissé faire. On a seulement dit Raquin, mais nous n'avons pas réfléchi les dégâts que ce projet
a causé. Et ce projet n'a même pas réussi. Mais ça nous cause aujourd'hui. Mais nous avons appris que Montouazaki Nambongo, Akimakasuki Nambongo. Ah, mais voilà, mais tout en nous laissant dans des problèmes. Oui, tout en nous laissant dans des problèmes. Donc. On a vu Tata Mokonzi au chevet des sinistrés, les a consolés. Le problème, c'est que nous ne pouvons pas. Chaque politicien, il va aussi donner ce qu'il peut. Oui, moi, je serais même heureux quand, par exemple, la ville de Goma avait été prise et qu'il y a eu 3000 morts, le bilan officiel, hein, qu'on puisse décréter le deuil national. Vous voyez? Ça n'a pas été fait. Mais quand les gens sont inondés ici, allez, on va se présenter. Vous voyez, ça, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce que. Mais ceux qui disent non, au moins, c'est une catastrophe naturelle, c'est quelque chose qui n'était pas prévu, qui est arrivé. Oui. Qu'est-ce que vous répondrez à ces gens-là? Ceux-là, ils disent peut-être que c'est le phénomène, le résultat de phénomènes de changement climatique et oui. tout ça. Oui. Ils disent ça. Oui, c'est possible. C'est possible. Mais on allait en souffrir moins si on avait pris des dispositions pour bien construire, pour bien aménager notre ville, pour bien organiser notre ville. On allait en souffrir moins. Jean-Pierre Kayembe, il faut savoir que toutes les catastrophes liées à l'environnement, ce sont les pays pauvres, ce sont les pauvres qui en souffrent plus, qui sont les plus vulnérables. La preuve est là, avec cette inondation ici. Vous pensez que ceux qui ont l'argent, ils ont souffert de ça? Ils n'ont pas souffert de ça. Hein? Peut-être que c'est leur famille qu'ils ont laissé là-bas qui ont souffert de ça. Mais ce sont les pauvres qui souffrent aujourd'hui, qu'on a déplacé au stade Tata Raphaël, qu'on a déplacé au stade de Marty. Si vous recensez, ce sont les pauvres. C'est-à-dire que les dégâts, les catastrophes naturelles, les plus vulnérables, ce sont les pauvres. Et si nous voulons nous ne voulons pas subir ces effets de changement climatique, il faut qu'on organise la société correctement. Voilà même les secours. Les secours, c'est des secours ridicules. Des secours ridicules. Il y a même des canaux rapides qui devraient déposer les gens à l'aéroport qui est tombé même en panne en plein fleuve. C'est-à-dire que nous ne sommes pas capables d'organiser même les secours. Canaux rapides, le canal rapide qui devrait amener les passagers à l'aéroport. Il est tombé en panne. Avec les passagers en plein fleuve. En plein fleuve. Mais nous avons vu ça. Ils ont dit qu'il y a un taxi. Oui, ben justement, ça, taxi, l'État n'achète pas des occasions, des matériels d'occasion. L'État achète des matériels neufs. Vous ne pouvez pas voir l'État acheter une voiture d'occasion. L'État achète des véhicules neufs. Mais vous venez avec un projet, soi-disant taxi. Fluvial ou fluvial. Oui, d'accord. L'idée est bonne. Mais dans la mise en œuvre, vous venez avec des canaux rapides d'occasion. Vous êtes l'État. Vous venez, et pour une ville qui est parmi les provinces les plus riches. Et en pleine crise, en pleine catastrophe, canaux rapides et Zupan sur le même comme à l'image, Tata gouverneur même sur le boulevard, même quand Tata Mokonzi a écolo Kinshasa, donc le gouverneur, Yemoka Memi Angola boulevard Rwanda, je crois dans Djiri, quelque chose comme ça. Vous pensez que avec un seul canot, vous pouvez secourir des gens? Ça veut dire quoi? En amont, quand vous avez été alerté par le scientifique, vous prenez toutes ces dispositions. Vous dites, quand cela va arriver, on va orienter la population vers un site. Nous allons, pour le secours, nous avons tel moyen pour secourir la population. Mais pas avec ce que nous avons vu le secours n'était pendant le week-end. Le secours n'était pas à la hauteur. Mais quand nous avons vu, c'est ridicule. C'est pour dire que s'il avait plu encore le dimanche ou hier lundi, donc 3 pluies successives, même le gouverneur allait fuir la ville de Kinshasa. Parce que lui, au moins, il a le moyen, il allait prendre les canaux rapides pour traverser à Brazzaville pour être en sécurité. Et nous? Mais toi et moi qui sommes pauvres, on allait rester ici. C'est pour dire que les catastrophes naturelles,
les catastrophes liées à l'environnement, ce sont les pauvres qui sont généralement de vulnérables. Nini faut tout ça là parce que tu commis na soka pona lelo. Nini Poto ça là. wana lobana lingala. Voilà. Et là il faut tout ça là. To uti okuta na likama. Yo lobi oyebaki yango. Likama wana na yebaki yango. Na yebaki yango parce que je fréquente des scientifiques, de grands professeurs de ces pays qu'on n'écoute pas. Qu'on ne lit pas leurs publications. On ne lit pas leurs publications. Il faut lire. Mais surtout quand vous êtes gestionnaire, il faut lire. Nos gestionnaires ne lisent pas. Nos dirigeants ne lisent pas. Voilà pourquoi nous connaissons cette situation. Le quoi tu écoutes dans les camas, il faut fungura biso mayele et fungura biso miso. Est-ce que mpule koya tu écoutes dans les cambote? Est-ce que dans 2 ans, dans 3 ans, parce que en principe c'est cyclique. C'est cyclique. Au bout de telle année, on doit connaître la situation. Au bout de telle année, on doit connaître la situation. Mais au cycle prochain, tout ça, nini pour tout coup. Mais dans des bonhommes, par exemple, les gens disent qu'il y a plus de 10 ans qu'il n'y a plus eu inondation là-bas, une inondation de cette ampleur. Non, des bonhommes est toujours sous eau. Des bonhommes est toujours sous eau. Moi, j'ai fait des reportages là-bas. Je suis même descendu en culotte dans cette eau-là. J'ai fait des reportages dans cette eau de Débonhomme jusqu'à la rivière Ndjiri. Débonhomme est toujours sous eau, même en saison sèche. Que personne ne vous trompe. Okay. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire, comme je venais de vous présenter ici, nous sommes sur 9995 km². Nous n'habitons que sur 2995 km², un tiers. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller là où c'est vide, faire des aménagements. Nous avons le ministre de l'aménagement du territoire. Monsieur Guy Luando. Guy Luando, il est là. Il est là. Je crois qu'il doit avoir un plan. Nous avons des services ici, les BAU, qui alimentent ici. Mettez la contribution. Les services existent. Les dispositions juridiques existent. Mettez ça en musique. Allez à Maluku, retracer la ville, une nouvelle ville. Le Sénégal vient de construire une nouvelle ville, non? Vous êtes au courant, non? Quand Dakar est étouffé, ils ont construit une nouvelle ville. Il y a plutôt l'Égypte, enfin, je connais plutôt pas l'Égypte. En Égypte aussi, ils ont construit une nouvelle ville. Ouais. Mais pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Vous allez dire, nous sommes en guerre. Mais il y a des pays qui sont en guerre, mais qui se construisent. Moi, j'étais, avant même que le M23 n'occupe Goma, moi, j'ai eu la chance, je serais bloqué là-bas. J'étais à Goma. Mais quand vous regardez la ville de Goma est la mieux construite que les autres provinces qui n'ont pas de guerre. Comment vous expliquez ça? Donc on peut, c'est-à-dire la guerre aussi... En étant en guerre, on peut faire quelque chose. La guerre est un business. La guerre est un business, c'est ce que j'ai compris. Donc, même si nous sommes en guerre... Ne crachons pas sur les mémoires des victimes. Non, je dis la guerre, c'est un business. Pour ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est ma conviction. Après avoir observé, parlé avec des gens, tout ça, j'ai compris que la guerre est un business. On termine. Bon, maintenant, il faut aller vers Maluku, faire des aménagements, urbaniser, déplacer la ville. Mais il y a eu des projets. Chinelenda, Kinshasa, Sukiyasika, voilà Fachi City, tout ça. Voilà, et laissons tomber des projets qui ne portent pas. Qui ne portent pas. Allons, cherchons l'argent, pour si nous n'avons pas d'argent. Nous sommes un État. Nous pouvons emprunter de l'argent, même des milliards. La RDC peut même emprunter 100 milliards. On est déjà à 10 milliards de dettes, un peu plus d'ailleurs. 100 milliards, même 1000 milliards que nous allons payer au fur et à mesure que nous avançons. On nous construit une nouvelle ville à Maluku, donc au plateau de Bateke. On déplace la capitale. Donc, disons même pas déplacer, mais on construit une deuxième capitale répondant à toutes les normes. Et comme ça, au cycle prochain des catastrophes, nous allons y échapper. Si on ne fait pas ça... Il faudra une vision. Il faut une vision. Malheureusement, toi qui as une vision, moi qui ai une vision, on ne nous prendra jamais dans le gouvernement. On nous donnera jamais de responsabilités. On nous a laissé ici, on est allé en Europe prendre des gens là-bas pour venir gérer ce pays. Vous êtes au courant, non? En 2019. On nous a laissé ici. On est allé prendre la diaspora pour venir gérer ce pays.
C'est ça le vrai problème. Les gens qui sont en Europe, ça fait 20 ans, 15 ans, nous ne savons même pas qu'est-ce qu'ils faisaient, est-ce qu'ils avaient étudié, est-ce qu'ils avaient fait quoi. Et on les a amenés ici, on les a bombardés. Il y a même quelqu'un qui a dit qu'il faisait 50 notes techniques par semaine. Marcelin Bilomba. Est-ce que scientifiquement c'est possible? Donc par jour, tu fais combien de notes techniques? On nous a dit ça à la télé. On nous dit ça, ça dépend peut-être de voilà des gens qu'on a amenés. Et si nous voulons maintenant construire cette ville, vous pensez qu'on peut construire cette ville avec des gens pareils? C'est ça le problème. En Europe, il y a également de l'expertise. Ne mettons pas tout le monde dans le même sac. Mais ils sont venus ici. Qui est venu avec son expertise et qui nous a surpris? Parmi tous ceux qui sont venus de la diaspora, qui? Cite-moi un seul nom. Merci. Oui, cite-moi un seul nom. C'est une émission politique qu'on fera avec vous dans 2 semaines. Non, parce que dans 2 semaines. Ici, pour construire la deuxième ville de Kinshasa, il faut compter sur des gens qui ont réellement une vision. Et ces gens-là ne tomberont pas du ciel. Bien, on ne va pas les recruter non plus à la matière. Ces gens-là, tu les reçois sur ton plateau, tu les reçois sur ton plateau, même Papi Tamba. Papi Tamba qui est assis là-bas, que je vois, que je suis souvent sur votre plateau. Mais il a des idées. Mais il n'a jamais été ministre. Il n'a jamais été qui que ce soit. Bon, il est devenu communicateur de FCC et de PPRD. C'est ça que les gens disent. Non. Merci bien. Mettez les gens à l'œuvre. Dieu donné ainsi. Si on veut vous contacter. Bon, je crois qu'ils peuvent passer par vous. Mais tout le monde me connaît. Moi, je suis journaliste à la RTGA. Je produis des émissions environnementales. Et mon numéro toujours au bas de l'écran de mon émission. Si vous voulez entrer en contact avec lui, n'hésitez pas à passer par moi. 09 98 13 58 31. 09 98 13 58 31. N'utilisez pas pour m'intimider parce que je ne suis pas intimidable. On fera une émission politique avec vous. On sait que vous n'avez jamais votre langue en poche. Merci. Merci d'être venu. Merci pour ce temps qu'on a passé avec vous. Merci à mieux comprendre cette catastrophe. Les victimes aujourd'hui qui sont... enfin, certains sont soutenus, d'autres n'ont pas d'assistance. On continue à suivre de très près la situation. On vous souhaite de passer encore des bons moments en compagnie du Politicon, votre télévision préférée. Merci.